Qu'est-ce que l'esprit commando? C'est ce que nous allons essayer de découvrir tout au long de ce Macter vidéo consacré donc à l'esprit commando. Pour ça, nous sommes allés voir les anciens, les héritiers des commandos qui ont sauté sur la France en 1944 et qui sont parmi les initiateurs du Centre national d'entraînement commando. Et puis aussi, nous sommes allés voir ce que sont les commandos d'aujourd'hui, les fameux GCP, les GCM. Là, nous sommes à Collioure, donc au Centre national d'entraînement commando, et nous allons essayer tout au long de ce magazine de vous dire ce qu'est l'esprit commando. Voilà, c'est parti. Dépassement de soi, volonté de remplir la mission coûte que coûte, humilité, c'est ce que nous lèguent les commandos d'hier et d'aujourd'hui. C'est avant tout l'adaptabilité, la capacité à s'adapter à toute situation. Des garçons qui avaient une mission à remplir et qui acceptaient tout ce que comportait la mission. Un fort esprit de corps, une très grosse cohésion, la confiance. L'esprit commando, c'est plutôt la camaraderie. Si vous voulez, les galons, le salut, tout ça, c'est un peu moins fort que chez le militaire de carrière ordinaire. C'est de se surpasser, une recherche un petit peu de l'effort physique, intellectuel également, parce que ça n'est pas que physique. C'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui se cultive, qui va se cultiver en école et qui va se cultiver au quotidien, que ce soit dans l'exercice de son métier, quel qu'il soit, et dont certaines vertus peuvent aussi avoir des bienfaits pour la conduite de sa vie privée lorsqu'on est confronté à des difficultés. L'une des grandes figures des bataillons de choc, le colonel Jean Sassy, sert aujourd'hui encore de modèle pour le combat de type contre-insurrectionnel. Formé par les forces spéciales britanniques, il a combattu pour la libération et en Indochine. Il a participé aussi à la formation de jeunes appelés. Avant de disparaître en 2009, il s'était confié. Et nous avions des chevaliers, nous les formions comme guerriers, mais comme guerriers à l'ancien temps. L'ancien temps, tirer les premiers. Ils n'avaient pas le droit de louper la mission. On avait des méthodes de commandement tirées de notre formation en Angleterre. Et qui faisaient que... Mais on ne faisait pas comme les Anglais, c'est-à-dire qu'on ne formait pas des Rambo, de type uniquement pour la bagarre. On formait des jeunes Français avec un esprit national. Et l'esprit national comportait des sacrifices à venir. Le caporal Gabriel Redon, lui, a débarqué sur l'île d'Elbe avec les commandos du premier choc. J'étais prisonnier là, donc si vous voulez, chaque fois que je me réveille, parfois dans la nuit, je pense à ça. Une jambe fichue et si vous voulez, la façon d'être prisonnier. Ça reste le plus fort instant de ma vie. Il y en a eu d'autres, mais celui-ci reste le plus fort. C'est lui qui a écrit la fameuse valse du bataillon de choc. Les chasseurs du bataillon de choc sont des petits gars un peu loufoques. Quand on est parachutiste, on devient embouti. Régulièrement, il vient à Collioure rendre visite au Centre national d'entraînement commando. Maintenant, comme vous le savez, je suis âgé et c'est une façon de me rajeunir, de retrouver ma famille, de jeunes gens qui sont plus ou moins ma famille maintenant. Daniel Valls qui est là, c'est un peu mon fils. Donc je viens ici pour retrouver ma jeunesse, pour retrouver l'esprit commando dont vous parlez, qui n'existe pas en ville. Quand je vais à Perpignan en ville, l'esprit commando, ça n'existe pas. Je ne le retrouve qu'ici. Et je m'en imprègne. La ténacité, l'inventivité, les capacités physiques des commandos sont indéniables. Elles leur permettent de remplir des missions derrière les lignes ennemies, sans chemin de repli, avec des moyens spécifiques ou non, en petits groupes. Cette recette, elle est ancienne parce qu'elle fait appel à des qualités qui sont inhérentes à tout combattant. La rusticité, le dépassement de soi, la volonté d'affronter l'imprévu, y compris au péril de sa vie. Elle est relativement récente au sens où son besoin est apparu principalement pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans toutes les armées, quasiment simultanément, du fait de la nécessité d'avoir à conduire des actions sur les arrières ennemis et non pas dans le cadre d'un combat classique, frontal, armée contre armée.
Mais cet esprit commando n'est pas un sanctuaire, réservé uniquement aux GCM, GCP et autres premières PIMA. C'est un esprit qui ne demande qu'à s'éveiller au cœur de chaque soldat qui se dépasse, qui s'aguerrit. Je pense que l'aguerrissement, c'est destiné à tout le monde. Tous les soldats doivent s'aguerrir, depuis le simple soldat jusqu'au capitaine, voire au-delà. Et donc, l'esprit de l'aguerrissement, c'est véritablement que les gens soient mis dans des conditions difficiles et qu'ils arrivent à surmonter cette difficulté. Le commando, c'est un esprit beaucoup plus de petite équipe qui a mené des missions particulières et pour lesquelles ils ont besoin d'apprendre des techniques particulières. Donc c'est essentiellement moi là que je vois la différence entre les deux. C'est pourquoi, dès la formation initiale, les soldats s'aguerrissent au sein de structures d'entraînement commando. Parmi les héritiers des commandos de la Seconde Guerre mondiale, on trouve les GCP, groupement des commandos parachutistes, qui appartiennent aujourd'hui à la 11e brigade parachutiste. Nous les avons suivis lors d'entraînements, là où ils apprennent aussi des techniques particulières comme l'aérocordage. Et puis nous sommes allés avec eux à Djibouti pour suivre un exercice mission. Djibouti, 6000 km de Paris. C'est l'un des 5 pays de la Corne de l'Afrique. Il partage ses frontières en grande partie avec l'Éthiopie et la Somalie. Ce pays a un atout bien particulier, le relief. Il est très proche de celui de l'Afghanistan. Pour l'armée française, c'est un lieu d'entraînement de premier choix. L'Afghanistan, théâtre d'opérations important pour la France. C'est là-bas que la projection planifiée de la 11e BP aura lieu en 2011. À la 11e BP, la brigade parachutiste, on trouve 13 groupes bien particuliers, les GCP. Ce sont les groupes de commandos parachutistes. Nous avons pu suivre ceux qui sont en alerte guépard. Au total, 4. 2 groupes à dominante action, ceux du 3e et 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. 2 groupes avec une spécificité particulière, le renseignement pour le 1er régiment de hussards parachutistes et le déminage pour le 17e régiment de génie parachutiste. Parmi tous ces commandos, nous avons suivi entre autres le lieutenant Toli, chef d'équipe au 17e RGP. Il est au groupe depuis mars 2009. Nos caméras ont suivi l'adjudant Toer, dit Toto, GCP depuis 2002 au 1er HP. Il est sous-officier adjoint au groupe. Le sergent Ferraro, Fefe, 25 ans, appartient au groupe du 8 depuis 2007. C'est l'appui minimi de l'équipe. S'engageant en 2000 au 17, le caporal-chef Sanchez, Sancho, rejoint le groupe en 2006. Fonction, transmetteur. Aujourd'hui c'est dimanche, et à Djibouti, on travaille. Les commandos se préparent. Au programme de la journée, vérification des matériels, préparation des sacs et briefing des missions. Le lieutenant Toli, entouré de son groupe, explique la mission qu'il a reçue. 61 face à la grotte qui est au nord. Sancho intervient à son tour. De la phase de l'exercice, on va sortir de l'hélico et là, moi, je dois faire un compte rendu pour dire comme quoi on est bien arrivé. Donc, ça, une fois qu'on aura fait le 360, moi, je dois prendre le téléphone. Nous leur avons posé la question, qu'est-ce que l'esprit commando? L'esprit commando, pour moi, c'est un travail en petite unité, mais avec des gens qui sont peut-être beaucoup plus proches au sein du groupe, entre nous, que ce qu'on vit en compagnie. On est une dizaine, donc on ne crée pas les mêmes liens à 10 qu'on crée les liens d'une section de 20 ou 30 de type infanterie. C'est surtout cet esprit de petits groupes avec des spécialisations qui sont vraiment poussées beaucoup plus loin qu'en compagnie. Le lendemain, nous sommes sur la route nationale 1. Direction le CECAP. Le CECAP, c'est le centre d'entraînement au combat d'Arta-Plage. C'est ici que les commandos vont installer leur camp de base pour quelques jours. De là partiront un à un les groupes sur les différentes missions qui leur ont été attribuées. T'as un couteau? T'as un couteau, David? Comme pour les autres groupes, le 17 prend possession de sa zone vie. On essaye de s'installer dans la zone qui nous est impartie. Parce qu'il faut
qu'on installe le couchage, la zone lit, la zone prête à mission. Comme on endroit restreint, on essaye d'aménager au mieux pour avoir le plus de facilité à travailler. Ouais, nickel. Ça nous a permis un peu de voir notre futur terrain de jeu, qui ressemble étrangement à l'Afghanistan. Un théâtre dans lequel une projection éventuelle. Donc ça va être sympa. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Le groupe du 3e RPIMA qui était en alerte QRF vient de recevoir l'ordre d'intervenir au profit du 2e REP. Donc la compagnie du REP a été accrochée et elle va réduire une résistance isolée. Donc l'équipe a reçu pour mission de couvrir son intervention en mesure de détruire tout ennemi qui tenterait de s'exfiltrer. Un bref rappel des événements est donné, tout le monde embarque, l'hélico décolle. Les visages sont concentrés. Dans 5 minutes, les équipiers descendront de l'hélico par corde lisse. Nous laissons les commandos du 3 pour rejoindre ceux du 8. Ils ont reçu pour mission observer et renseigner un axe. Mais pour l'instant, il faut rejoindre les positions d'observation. On a une petite infiltration de troupes en affaire. Le chemin choisi est court, mais difficile. Le terrain est accidenté, il est parfait pour l'entraînement. Tous les soldats interrogés vous le diront, il ressemble à l'Afghanistan. L'intérêt pour le groupement d'être à Djibouti, c'est par rapport au territoire, c'est quand même un pays qui ressemble vachement, qui se rapproche de l'Afghanistan, concernant les mouvements de terrain, le climat. Pourquoi Djibouti? Parce que Djibouti, d'abord, est une région du monde où nous avons déployé en permanence des moyens interarmes et interarmés très nombreux et variés. Ensuite, c'est un terrain difficile, avec un climat difficile, et qui ressemble, bien entendu, à l'engagement aujourd'hui de notre pays en Afghanistan. Nous sommes arrivés sur le point d'observation. Nous sommes sûrs de renseigner toute la nuit, voir s'il n'y aurait pas de dépose JED sur l'axe qu'on doit renseigner, afin de faciliter la poursuite de la mission de la compagnie du 2e REP. La nuit ne va pas tarder à tomber. Mais pour les GCP, pas question de dormir. Il faudrait faire encore 100 à 150 mètres pour avoir vraiment un minimum de visuel. Quoi. On a un petit peu de visuel avant le carrefour de piste. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que déjà, pas avant 5 h du matin, on pourra dire si réellement on a des visuels sur le carrefour. Parce que niveau bison, la portée est 0. Et ça, tu vois rien avec ça. Ouais, tous les cailloux ils sont blancs. Je vois même pas ça. Donc, tellement il fait chaud la journée, les cailloux. Là, on se réalimente. Donc, il ouvre un coup. Et après, on fait un petit peu un coup. Là-bas, c'est tranquille. C'est tout plat et tout, on n'est pas vu. Même si on reste au centre, on sera pas vu. Le lendemain, pour le groupe, la nuit fut bénéfique. Ils ont pu observer la pose d'un IED. Un IED, c'est un engin explosif improvisé. En général, il est déclenché par l'ennemi au passage de troupes. Des photos ont pu être aussi prises. Donc, on a fait des prises de vue. Puis on va les amener aux photos. À partir de là, le photo va mettre un dossier en branle, va l'envoyer au centre opérationnel, de manière à ce que le centre opérationnel puisse renseigner la compagnie de la Légion étrangère. Donc d'ici un quart d'heure, on partira pour faire l'échange, pour pouvoir balancer par transmission les photos. Le lieutenant Guillaume, chef d'équipe, a donné les renseignements récoltés dans la nuit au 2e REP. On a pris contact ce matin avec 55, avec Gris, la compagnie d'infanterie, afin de leur donner le renseignement qu'on a eu dans la nuit et puis dans le début de la matinée, pour leur permettre de reconnaître le carrefour en bas qui est, sur lequel on avait décelé de la présence ennemie. Nous laissons le groupe du 8 continuer sa mission pour rejoindre celui du 17. Ici, à partir de les pierres que vous avez juste en face de nous, d'accord, c'est la ligne des 25. Là, c'est le pas de tir, d'accord. La trousse de secours est ici, sur la zone arrière.
Les deux responsables santé sont David et Pat. S'il y a quoi que ce soit un problème, c'est de suite David et Pat qui agiront. Sancho, il a les trans, l'Odessa. D'accord. Si problème santé ou quoi que ce soit, blessé, Sancho fera son travail avec l'appel téléphonique qui va bien. Donc là, avant le départ en mission ce soir, on fait un petit tir de réglage d'armement. Mon arme de dotation, c'est le FAMAS et mon arme de poing, c'est l'USP. Endpoint, un désignateur laser Ferrat. Durant toute la semaine, les missions se sont enchaînées. À chaque fois, les commandos ont été mis en place par capacité 3e dimension. Plusieurs techniques existent. Une a été utilisée, l'héliportage. En fin de semaine, les commandos utiliseront une autre technique, l'aérolargage. Base aérienne 188. Les groupes commandos se préparent. Ce matin, ils effectuent un saut à ouverture basse, un SOB. Moyen utilisé, le Transal. Nous retrouvons l'adjudant Toer, chuteur au premier HP. Donc là, nous sommes 5 GPCL, donc charge lourde à 100 kg. Donc on sera premier passage. Donc on part pour un saut à ouverture basse, alors que les jours prochains, on sera à saut à ouverture haute. Là, c'est une remise en train en fait, de manière à ce que tout le monde accorde leur violon. GPCL, cela veut dire gaine pour charge lourde. C'est une grosse caisse montée sur roue qui peut emporter 100 kg. Le chuteur est couché dessus et est jeté depuis la tranche arrière d'un avion. Au sol, le vent souffle à 1 m/s, idéal pour poser les GPCL. Bon bah bon petit saut, beaucoup de vent et pas mal de nuages jusqu'à 600-700. Donc ça a permis de voir la zone assez tardivement. Mais bon, on est bien rentré, donc nickel, super. Donc là, c'est vraiment les solides 3e air climat, c'est que des gogottes. 1 m 90, 100 kg. Si tu fais pas 100 kg, c'est mort. Alors on a un vent du 260 degrés pour 1 m/s. Donc il y a la phase saut qui est un moyen de mise en place, mais il y a la phase mission. Si par exemple on sent qu'avec des vents qui sont non conformes, le but c'est de poser dans une zone en sécurité et tous ensemble. Si le chef d'équipe, donc notre boss, prend la décision de poser ailleurs, à ce moment-là, par rapport à la procédure qu'on aura étudiée au sol, on va avoir des conduites à tenir particulières à faire. Mais pour les GCP, une mise en place opérationnelle se fait toujours de nuit. Son aptitude au combat de nuit est primordiale. Son équipement, en moyen d'observation, de prise de photos et d'aide à la visée, confère au GCP une capacité à renseigner et à combattre de nuit. Nous retrouvons le GCP du premier HP. Il s'entraîne sur un assaut avant. On bascule. Allez, allez. Ok, appuie. En avant. Appuie. Ok, en avant.
Pour tous, le tir de ce matin est positif. Ça commence à venir, ouais. On a drillé une fois à sec. En faisant une répétition à tir à balles réelles, ça marche, là. Il n'y a pas d'erreur. On arrive à communiquer entre l'adjoint et moi-même, donc ça semble être efficace. Pas mal, surtout dans les conditions climatiques qu'on a là à Djibouti. Bon, ça permet de faire une configuration un peu type Afghanistan. Donc acclimatation difficile, bon, ça nous permet de travailler ensemble parce qu'on a 2 jeunes, donc voilà, c'est bénéfique. Nous laissons le groupe continuer à s'entraîner. Les équipes du 3 et du 8 s'entraînent chacun de leur côté, mais pour les deux, c'est le même exercice. Progression et tir en ambiance tactique. Pendant que le groupe du 8 progresse, le 3 se fait accrocher. L'ennemi a été traité, mais le chef de groupe est blessé. Les auxiliaires sanitaires traitent ce qui peut être fait à leur niveau. Tu mets un pansement compressif juste au niveau de la plaie, d'accord? Ok, il est fini. Tu me découpes ça, tu me découpes un gros bout d'élasto s'il te plaît, tu me le colles ici. Dans l'environnement, c'est contrôlé, donc. Puis le blessé est ramené en zone sécurisée. Le 8 aussi est accroché. Et comme le 3, une simulation d'un blessé est jouée. L'auxiliaire sanitaire rejoint le doc qui est déjà sur place. Donc là en fait on est tombé sur une position de taliban. Donc c'était l'ennemi qu'on recherchait, le chef taliban, on l'a neutralisé. En revanche au sein de l'équipe, donc dans la partie reco de l'équipe, il y a un équipier qui a été blessé à la jambe, donc on l'a dégagé, on l'a mis un peu à l'abri. On fait les premiers soins et on le conditionne pour pouvoir l'évacuer correctement dans de bonnes conditions. Venant avec une idée abstraite sur ce qu'est l'esprit commando, au sein des GCP, nous avons durant ces 2 semaines compris la signification des termes tels que humilité, rusticité, rigueur et esprit d'équipe. La brigade de montagne possède ses commandos, les GCM, groupement des commandos de montagne. Ils sont eux aussi les héritiers des commandos de la Seconde Guerre mondiale. Nous les avons suivis lors d'exercices, lors de stages. Nous avons glissé aussi une caméra lors de leur sélection. C'est parti, mission. Renseigner au contact ou dans la profondeur. Mener des actions de combat offensives en petite équipe. Faciliter la mobilité en montagne. Guider des frappes dans la profondeur. Ce sont les différentes missions qu'accomplit le GCM, Groupement Commando Montagne. Ces spécialistes font partie de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Ils ne font qu'un avec leur terrain de prédilection. Ils emploient de nombreux savoir-faire. Ils peuvent se déplacer dans les airs. Le parapente affranchit des reliefs montagneux. Il permet de gagner un temps précieux lors de la descente. De nuit, ils sont quasiment indétectables. Aguerris au monde aquatique, ils utilisent les lacs, les retenues d'eau, comme milieu d'évolution pour ensuite accomplir leur mission.
La préparation opérationnelle tient une place importante. Nous collons à l'actualité en s'entraînant par rapport aux besoins qu'a l'armée française dans la projection en Afghanistan. Donc nous mettons en œuvre des savoir-faire que nous avons acquis, entre autres depuis 2002, puisque le groupement est en place depuis 2002 sur le théâtre. Nous adaptons nos scénarios d'entraînement sur les théâtres qui pourraient s'ouvrir ailleurs en fonction des besoins de l'armée de terre. C'est des exercices qu'on fait de plus en plus car c'est un contexte qui ressemble énormément à celui d'Afghanistan, donc forcément on s'entraîne en conséquence. Pour avoir été en Afghanistan, je peux vous dire que c'est comme ça que ça se produit, et tous ces petits moments de doute, de désordre, justement c'est pendant l'entraînement qu'il faut les caler afin que ça ne se produise pas pendant la réalité. Parce que c'est des moments courts, mais il faut prendre la bonne décision au bon moment, quoi. Les différents scénarios d'entraînement sont calqués sur la réalité. Les retours d'expérience des missions en Afghanistan sont pleinement exploités. On a fait une reconnaissance d'un village, comme d'habitude, avec du renseignement conversationnel avec la population. Et on a fouillé un camping, donc une habitation d'Afghans. Et à la sortie, on a été pris à partie par les sommets. Donc à partir de là, on arrive ici, 2 heures plus tard, 2 heures de contact. D'abord spécialisé dans le renseignement d'origine humaine, ces hommes sont reconnus comme les spécialistes de la collecte d'informations. En montagne, en climat extrême. Ils peuvent rester jusqu'à 10 jours sur le terrain, sans se faire détecter, et renseigner en temps réel les chefs. Pour accomplir ce type de mission, il faut savoir porter lourd et longtemps. Leur sac pèse jusqu'à 60 kg. Rusticité, discrétion, autonomie sont des qualités fondamentales. L'esprit commando, oui, c'est effectivement la hargne de vaincre, que ce soit pour atteindre un sommet en montagne, que ce soit au combat en Afghanistan, que ce soit sur certaines missions plus ingrates, on va dire, de renseignement, mais qui sont parfois les plus difficiles, mais toujours en sachant mesurer les risques. En tout cas, l'esprit commando, ça va être un fort esprit de corps, une très grosse cohésion, la confiance les uns dans les autres, travailler, répéter toujours sans cesse, ne jamais se satisfaire de ce que l'on a. Beaucoup de qualités sont demandées. Des qualités physiques, mais aussi et surtout morales. Le commando travaille en petite équipe et doit savoir faire preuve d'adaptation. C'est cette faculté à savoir faire preuve d'énormément d'initiative, quel que soit son rang, d'autonomie. Donc quelqu'un qui est extrêmement débrouillard et qui sait parfaitement réagir à un imprévu. Ces aptitudes sont particulièrement recherchées chez les candidats lors des tests de sélection. C'est pas des choses qui s'inventent, c'est des potentiels qu'on décèle aussi à la base à travers ces tests et qu'on amène à essayer de développer et élargir ensuite au sein de notre unité. Les hommes du GCM évoluent dans un milieu parfois extrême, la montagne. Tout y est plus long et plus difficile. L'aguerrissement à ce terrain est particulier. On a bien sûr tout ce qui est combat, entraînement type commando, donc où les gens dormiront peu, sont dans des conditions extrêmement rustiques, livrés à eux-mêmes pendant de longues périodes. Donc au final, oui, nous l'aguerrissement se fait, je dirais, au quotidien, au travers des différentes manœuvres qu'on fait. Et ça se fait au fur et à mesure de la vie passée au sein du GCM. Situation extrême, mission délicate. Le commando ne serait-il pas un surhomme? Plus on s'avance dans l'effort et plus on a de chances de trouver ses limites, de se connaître. Il n'y a pas de militaire au-dessus des autres. On essaye juste en fait de se confronter à des situations plus particulières et finalement on acquiert de l'expérience. Voilà. Les savoir-faire sont rigoureusement entretenus. Il n'y a pas de place pour l'à peu près. On se remet constamment en question et puis on essaie de se maintenir en qualification, acquérir de nouvelles qualifications. Donc oui, effectivement, il y a un gros travail de remise en question, d'apprentissage et de maintien à niveau. Chaque jour, le moral et le physique sont mis à rude épreuve. Je serais malheureux le jour où j'arrêterai. Je pense qu'on peut toujours apprendre des choses et puis je dirais qu'après, avec l'expérience, la faire partager aux plus jeunes, à ceux qui arrivent chez nous, c'est très important, je pense. Donc oui, j'ai vraiment envie de continuer. Ouais. L'engagement opérationnel est le cœur du métier de soldat. Dans des opérations toujours plus exigeantes, les qualités et savoir-faire du groupement Commando Montagne sont particulièrement appréciés. En 2010, leur effectif augmente de 20%.
Le Centre national d'entraînement commando a été créé en 1964 par les héritiers des commandos de choc. Alors ici, on est au-dessus de Collioure et le but c'était d'apprendre à la fois à maîtriser le milieu aquatique et puis aussi le milieu montagnard. Aujourd'hui, le SNEC reste fidèle à sa devise, on pointe toujours. Gros plan. Le Centre national d'entraînement commando. Pour les militaires de l'armée de terre, voilà le fief de l'esprit commando. Ici, un seul objectif, se dépasser. Durant les stages, quels qu'ils soient, aguerrissement ou formation des moniteurs, l'idée générale est éviter l'échec. Il faut repousser ses propres limites, aller le plus loin possible dans ses réserves physiques et mentales. Le but est de pousser les stagiaires dans leur retranchement, de les amener aux frontières de leur self-control. Celui qui est très fort physiquement mais qui moralement ne tient pas le coup n'avancera pas et ne sera pas un moteur. Celui qui avance un peu moins bien mais qui avance très correctement et qui reste fort moralement, celui-ci sera toujours un meneur d'hommes. Parti. La force du SNEC réside aussi dans la capacité des instructeurs à analyser les retours d'expérience des événements vécus sur les théâtres d'opération. Les TIOR, techniques d'intervention opérationnelle rapprochée, ont évolué vers une nouvelle technique de corps à corps, le C4, le combat corps à corps adapté au combat de haute intensité. Son but, neutraliser l'ennemi et le tuer si nécessaire. Le C4 est beaucoup plus violent que le TIOR. Il va chercher beaucoup plus loin et va heurter beaucoup plus profondément l'individu. Justement, on apprend aux soldats à viser tout ce qui est zone sensible. On leur met dans la tête que lorsqu'ils tomberont face à un individu, ça sera soit eux qui survivront, soit l'autre individu. L'utilisation de couteaux, de baïonnettes, va leur permettre d'avoir une certaine assurance et d'être un petit peu plus vicieux que l'adversaire. Le TIOR leur a permis d'avoir certaines bases et le C4 c'est une évolution. Donc le plus difficile pour eux c'est de travailler avec des charges telles que les sacs ou les musées de patrouille. Le SNEC prépare ainsi ses stagiaires à défendre leur vie, mais aussi à protéger l'intégrité physique des autorités en déplacement. Les missions de garde du corps, plus précisément dénommées détachement d'accompagnement d'autorité, font aujourd'hui l'objet d'un stage délivré au SNEC. Durant 3 semaines, des militaires aguerris provenant de divers régiments vont s'entraîner pour assimiler les techniques spécifiques à ce métier hors du commun. La sélection se fait d'abord en amont dans le régiment, selon les compétences de chacun. Ce stage fait vraiment partie intégrante de leur mise en condition opérationnelle. C'est-à-dire que maximum 3 à 4 mois après, selon les cas, ils vont direct sur le théâtre pour protéger soit leur chef de corps selon les théâtres, ou soit un général, plus particulièrement pour l'Afghanistan. Assurer la protection d'une autorité militaire en déplacement, ça ne s'improvise pas. Les repérages préalables sont indispensables pour anticiper les événements. Un des plus gros travaux d'une mission, c'est la préparation mission. Donc tout le travail qui doit être fait en amont, la reconnaissance de l'itinéraire, la reconnaissance du site et toute la procédure et les cas dits non conformes, c'est-à-dire tous les impondérables. Au SNEC, les scénarios sont quotidiens. Ce sont les instructeurs qui jouent les différents rôles. Autorités, soldats locaux, civils, VIP, pour proposer aux stagiaires des situations d'accompagnement d'autorité proches de la réalité. Aujourd'hui, là, je dois rencontrer un capitaine des ACM, puisqu'on est en pleine reconstruction d'un village qui a été détruit il y a à peu près 6 mois. Donc tous les matériaux sont arrivés, les moyens financiers sont présents. Donc on va voir un petit peu la zone et évaluer ce qui est en construction et ce qu'il faudrait encore faire. On n'est pas à l'abri d'un IED, on n'est pas à l'abri d'une attaque suicide. Par conséquent, effectivement, une protection rapprochée s'impose. Le stage ne cesse d'évoluer et s'enrichit grâce au retour d'expérience. On reste sur le territoire 6 mois.
La pression est constante pour l'équipe de protection, même si les déplacements sont faits une vingtaine de fois, une trentaine de fois, toujours rester vigilant. Donc ça c'est la chose qu'on ne peut malheureusement pas travailler sur cette formation. En revanche, on essaye de varier les intensités, que ce soit de la haute intensité, prise sous des contacts, IED, etc. Et de la basse intensité, tout ce qui est dans des parties sécurisées, type ambassade et tout. Sur les parcours, vigilance accrue, concentration permanente, on part du principe que toute anomalie de comportement est suspecte. Il s'agit d'être aux aguets, de détecter le danger potentiel, sans pour autant paraître tendu. Au deuxième, troisième étage. L'expression qu'on aime bien dire aux stagiaires, c'est qu'on va être rouge à l'intérieur. Rouge à l'intérieur, pourquoi? C'est qu'on est prêt à réagir à tout moment. On a un secteur bien défini et on est prêt à réagir à tout moment. Et on est par contre vert à l'extérieur, de manière à ne pas faire envenimer une situation qui pourrait être gérée normalement. Donc c'est ça la grande difficulté et la grande fatigue que peut avoir un équipier GDC. Regard masqué, présence discrète et rassurante, prêt au sacrifice, ces hommes de devoir contribuent à l'indispensable tranquillité d'esprit des autorités militaires en déplacement, facilitant la sérénité des missions de commandement. Dans le même esprit, les militaires assurent en zone de conflit armé la protection des journalistes qui ne sont pas toujours conscients du danger qui les entoure. Afin de les sensibiliser, le SNEC organise à la demande de l'Association des journalistes de défense un stage d'1 semaine dans les forts de Montlouis et de Collioure. La multiplication des conflits, le besoin croissant d'informations contraint les journalistes à s'exposer un peu plus chaque jour. On essaye de les sensibiliser au maximum sur ce danger des munitions que l'on retrouvera obligatoirement sur les théâtres en post-conflictuel. Tous les sous-munitions sont des sous-munitions que l'on retrouve actuellement au Liban, en Afghanistan et ainsi de suite. Richesse des témoignages, démonstrations ciblées, c'est une véritable prise de conscience des réalités d'une zone de combat. Et j'ai une petite station satellite, donc c'est une petite antenne qui fait ça à peu près, mais qu'il faut orienter pour transmettre. J'utilisais un gilet pare-balles pour protéger ma tête, en fait, et je tenais l'ensemble gilet pare-balles, station satellite comme ça. Et là, j'ai pu voir que ça me protégeait vraiment, ce dont j'étais pas sûr à 100%. Plus conscient de certains risques en fait, et vraiment des choses à pas faire et des comportements qu'on peut avoir. Le petit exercice, c'est en fait, on simule la traversée d'un village, d'une ville. Donc on est accompagné, on est escorté par des militaires, mais on doit se prendre en charge également, c'est-à-dire qu'eux font leur boulot, de nous défendre et puis de se défendre eux-mêmes, et nous après de suivre et s'entraider entre nous. Tous volontaires mais confrontés à leur peur, ils s'efforcent de surmonter leurs limites. Et je sais pas si c'est la fatigue ou l'appréhension, mais j'étais en larmes là-haut et l'instructeur m'a rassuré, il m'a aidé puis il m'a poussé à la fin, donc je l'ai fait. Après on a su surpasser aussi, de montrer que quand on a pris une décision, on peut y arriver quand même. Depuis plus de 10 ans, plus de 200 reporters ont pu profiter du savoir-faire des instructeurs du centre. Militaires ou journalistes, ce stage permet de mieux cerner l'univers professionnel et la place de chacun, afin de pouvoir à l'avenir travailler en toute sécurité. Héritier du 1er bataillon parachutiste de choc, le SNEC est l'expert dans le domaine de la formation commando au profit des cadres de l'armée de terre. Comment s'aguerrit-on à un milieu hostile? C'est ce que nos équipes sont allées filmer en Guyane, au centre d'entraînement en forêt équatoriale. Ils ont notamment suivi les jeunes officiers dans leur formation et ils ont découvert tout ce qu'ils apprenaient, notamment pour franchir les zones humides. Voilà, c'est parti. Nous avons suivi les élèves officiers de Saint-Cyr durant leur stage d'aguerrissement en Guyane. Pendant 2 semaines, ils devront vivre avec la jungle, apprendre ses règles et ses dangers, pour un jour être capables à leur tour de mener des hommes dans ce milieu hostile. Ici, donc, nous sommes à Regina, en Guyane, donc dans l'est guyanais exactement. C'est la région la plus humide de Guyane, dans laquelle est installé donc, le centre d'entraînement en forêt équatoriale. Il y a toujours quelqu'un là. On ne peut pas avoir que des bons. On ne peut pas avoir que des merdes.
hein, dans les sections. Il y a toujours les bons, les moyennes, ils sont moins faibles, hein, moins forts on va dire, hein, les faibles. Alors on est obligé de vivre avec, hein, et on est obligé de céder. Mutuellement la merde, vous allez faire les pistes collectives, dès qu'il y a un qui va avoir rien à branler les autres, mais vous allez faire les heures sur les pistes. Au programme, acclimatation, bivouac en jungle, technique de survie. Leur but, apprivoiser ce milieu hostile pour être capable de survivre en autonomie complète. C'est pas tant ce qu'on fait ici, mais c'est le milieu, parce que ce qu'on fait ici, on pourrait quasiment le faire là où on est, mais c'est le milieu, le rythme, etc. Alors, en place, vous avez 5 murs pour nettoyer tout ça là. Hop, tout ça au sol, bien. Hop, raser au sol, tout ça. Tout autour, tout est dégagé, tout ça là. Et vous installez votre bloc. En plus, un petit peu d'intimité, ça c'est pas mal. Non? Tire. En fait, c'est hostile dans le sens où c'est facile de se perdre, où il fait très chaud, où la faune est hostile. On a trouvé des migales par exemple, pendant la survie on a trouvé une migale qui se baladait pas loin. On a une activité qui est très typée commando, bien entendu, c'est la survie. C'est bon, mettre un visuel comme on a fait. Et la survie commence par trouver de quoi se nourrir. Retrouver ses instincts primitifs pour tirer profit de cette forêt luxuriante. Et ça c'est les fruits du moko. Hein? Et les fruits qui sont comestibles, la tige c'est avec des petites épines. Je montre comment on peut survivre dans la forêt. Voilà, ici c'est la châtaigne goyanaise. Je fais des pièges pour choper des animaux, pour choper des poissons. Hein? Je mange des cœurs de pommiers, je cherche des fruits. Tout cette fruit qui c'est là, ça j'ai récupéré au bord de la rivière. Le franchissement de coupures humides se fait à l'aide d'une technique qui est apprise au Centre national d'entraînement commando, une technique de tension de corde, etc. Le maximum de monde en dessous de la corde et on tire. Okay? Il y a une qui donne les cadences et ensuite les autres, ils tendent la corde. Se déplacer en jungle est un véritable défi. La boue ralentit la progression, la végétation dense rend l'orientation difficile, et les cours d'eau omniprésents sont autant de dangers à surmonter. Le principe de l'aguerrissement est finalement assez simple. Le but effectivement est de mettre le stagiaire face à des situations difficiles où il aura à se dépasser et l'accumulation de ces situations entraîne une fatigue évidente et donc une nécessité à se dépasser certes individuellement mais également collectivement et à tirer tout l'ensemble de la section vers le haut. Les stagiaires se préparent maintenant à vivre une épreuve que tous redoutent, le brancardage. Ils vont passer des heures dans la mangrove, englués dans la boue, à porter leur fardeau, un des leurs. Dès qu'on arrive dans des passages assez critiques, que ce soit sur les pistes collectives, on voit que le rôle de chacun là, est primordial. C'est pour ça que là on voit l'importance de la cohésion dans ces moments. C'est assez tentant de ne pas se relever, de rester là, de dire j'avance plus, mais pourtant on s'en sort pour se relever et repartir
remettre le pied devant. Ce qui est piste groupe, on voit la vraie personnalité de chacun. C'est assez révélateur. Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble et là on voit vraiment comment est chacun dans les pires moments. On voit vraiment qui fait bouger les groupes et qui les fait pas. Attendez, doucement. Attendez à quoi? Allez. Les autres groupes ils sont déjà terminés, kurva, bravo. Allez les gars. Allez, on va le sortir de là. Faire abandonner les stages, c'est vite fait. Hein. On le met en fait quelque chose assez dur. On le met, comme on dit, sur la tête 10 minutes et c'est bon, il n'y a plus personne qui est là, ça c'est clair. Mais c'est pas ça le but. Le but c'est des petits, progressivement, de les faire voir eux-mêmes qu'ils peuvent aller plus loin. Maintenant, je sais que plus tard dans mon unité, quand moi je serai chef de section, il faut impérativement que mes bonhommes s'entendent bien, qu'il y ait des liens entre eux. Comme c'est très dur, les capacités physiques des gens dans la section sont, j'ai envie de dire, encore plus éparpillées. C'est-à-dire que les plus faibles vont être encore plus faibles, alors que les plus forts vont aller encore plus devant. Donc, chef de section, c'est pas évident, il faut essayer de coordonner tout ça pour resserrer tout le monde vers le centre et avancer tous ensemble. Et dans le cas justement où on est chef, souvent les légionnaires qui sont donc des militaires du rang caporal chef, qui eux disaient allez mon lieutenant, il faut y aller maintenant, vos hommes ils sont en direction derrière vous, vous n'avez pas le droit de faillir, ils vous regarderont et c'est à vous d'aller de l'avant et de montrer l'exemple. Pour comprendre l'intérêt d'un tel stage, les hommes du 9e régiment d'infanterie de marine ont accepté de nous faire vivre une de leurs missions opérationnelles. À quelques centaines de kilomètres de là, à la frontière du Suriname, les forces armées apportent leur soutien aux gendarmes dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Donc là, le départ de la patrouille, le point de contrôle fluvial Sossonel, avec le barrage. On part vers l'aval de Linini. Au quotidien, la mission principale étant la garde du barrage. En mesure de soutenir les forces de gendarmerie qui, elles, sont chargées de filtrer les pirogues, de les contrôler. Ils ont de très bonnes connaissances du milieu, je pense plus que nous, parce qu'ils sont plus amenés à effectuer des patrouilles. Sur un deuxième plan, éventuellement d'intervenir en soutien des forces de gendarmerie si jamais il y avait une tentative de forcer le barrage par une pirogue illégale. Les ESI, donc les étrangers en situation régulière qui travaillent sur les placeres illégaux, sont gênés fortement par ce barrage, donc bien évidemment contournent le barrage et à nous de rechercher les pistes utilisées, le matériel, éventuellement débusquer des ESI ou du matériel caché. Une bouteille d'eau et des fringues qui n'étaient pas hier. Donc ça prouve qu'il y a du passage cette nuit. On va voir s'il n'y a pas eu des caches. Les ESI, ils aiment bien cacher leurs marchandises dans ce genre d'arbre. Parce que tout autour, ça fait des formes vraiment triangulaires. Ils planquent leurs trucs là-dedans, même ils creusent l'arbre. Ils font une porte avec un cadenas et leur cachent dans les arbres. 8 km en 6 heures, en gros. La bouillasse, c'est horrible de marcher dans la boue. C'est le pisteur. C'est toi qui l'as trouvé? Oui. C'est toi qui trouves tout? Non, pas. Moi aussi, c'est toi qui trouves tout. Ouais, premier quad. Vous en avez pris combien de litres pour l'instant? Stop. Voilà. Stop. Et puis là, il faut le piler.
Ok, j'éclaire devant, tu te mets sur ma gauche. Ça fait une semaine qu'on bosse sur Sossonel. On en est en gros à 980 litres en gros de carburant. Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent, ça paye, le travail paye. Pour être instructeur au SNEC, il faut une bonne condition physique parce que souvent l'instructeur montre l'exemple. Et puis la plupart d'entre eux ont une expérience opérationnelle parmi les commandos ou les forces spéciales. Nous avons rencontré l'adjudant Luc Margaille. Portrait. Instructeur des techniques commando, il l'est. Mais son monde à lui maintenant, c'est plus particulièrement la mer. Adjoint au groupe de sécurité de la compagnie d'instruction nautique depuis le 1er juillet, l'adjudant Luc Margaille fait partie des personnels chargés de la sécurité pour les activités, que celles-ci se passent sur ou sous l'eau. Je suis rentré à Saint-Mexan le 1er janvier 89 en tant qu'élève sous-officier d'active. Ensuite, à l'école d'application de l'infanterie à Montpellier, où là j'ai choisi le régiment de marche du Tchad. Après un séjour à Tahiti de 2 ans, j'ai demandé ma première mutation au SNEC en tant qu'instructeur des techniques commando. Après plusieurs tournantes et plusieurs missions à l'extérieur, je suis allé au 3e RPIMA où là, au bout de 4 ans, j'ai demandé à revenir sur Collioure grâce à un examen de plongeur de bord que j'avais passé lors de mon premier séjour à Mont-Louis. Comme l'ensemble des instructeurs, l'adjudant Margaille fait partie de cette force de proposition du SNEC qui permet de faire évoluer les techniques commando dans l'armée de terre. Il y a beaucoup de choses qui se créent au SNEC grâce à l'expérience de chacun. On fait des essais, on confirme, on le met dans toutes les situations et après on arrive à faire quelque chose de vraiment peaufin et fini qu'on arrive à transmettre aux jeunes. Je pense qu'un bon instructeur commando, c'est quelqu'un qui a du vécu, parce qu'on ne peut pas être instructeur commando, on peut avoir le brevet, mais on n'a pas les capacités à transmettre quelque chose si on n'a pas vécu dans le milieu militaire. Donc j'ai des qualifications au niveau nautique, civil et militaire. Donc j'ai un brevet d'état d'éducateur sportif de 1er degré en plongée, qui me permet dans la vie associative du centre de m'occuper des personnels civils et militaires qui veulent passer des examens fédéraux. On fait passer aussi les permis parce qu'on a des brevets pour valider la conduite au niveau du permis côtier et toute l'instruction du permis hauturier. Pendant toute ma carrière, en fait, je vois ça comme des petits Legos que j'ai empilés les uns aux autres pour arriver à une finalité qui est déjà de rentrer dans mon pays qui est Collioure et en plus transmettre ce que j'aime aux plus jeunes. C'est quand même un métier qu'on ne peut pas faire sans passion parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de périodes où on est seul, beaucoup de périodes où on ne voit pas la famille et les amis. Donc il faut avoir la foi, comme on dit, même si c'est un grand mot. Donc je pense que la passion, c'est obligatoire dès le premier jour. Voilà, c'est sur cette vue de Collioure que nous achevons ce Macter vidéo consacré à l'esprit commando. A bientôt pour un nouveau Macter.